Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les femmes Nzima Kotoko invitées au vivre ensemble et à la paix. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, était à la présentation officielle de leur association à Grand Bassam. Elles veulent apporter leur contribution dans le développement de la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Coronavirus, la Côte d'Ivoire active son système d'alerte. La surveillance épidémiologique est bien exécutée. Le ministre de la Santé était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le dispositif fonctionne. Les passagers se soumettent au contrôle. Akaoulé appelle à renforcer la vigilance. Et puis le gouvernement continue la mise en œuvre de son programme Emploi Jeunes. Agir pour les jeunes était dans la région du Lodibois. 296 jeunes ont reçu les financements pour démarrer leurs activités. Un montant total de 251 millions de francs CFA. Le vice-président de la République était à la présentation officielle de l'association des femmes Nzima Kotoko. C'était hier à Grand Bassam en présence de certains membres du gouvernement. Les femmes de la ville historique veulent œuvrer au développement de leur localité. Daniel Kablan-Duncan les invite à s'investir également dans la cohésion sociale et la paix. Issa Tionayo. Ambiance particulière ce samedi à la place Abissa de Grand Bassam, marquée par la danse royale, le kindé et celle des femmes de Moussou. La raison, la présentation officielle de l'association Miébié, qui signifie « Je veux faire aussi en langue Nzima », en présence d'illustres personnalités dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse, des ministres Maurice Kwaku Bandama, Parrain et Raymond Goudou Kofi, et de Sa Majesté le roi Amon Désiré Tanoé. Constituée essentiellement de femmes, cette association à l'origine de l'activité prône le vivre ensemble et le développement de la ville historique. Nous nous sommes assignés une mission que nous jugeons capitale pour l'avenir de Grand Bassam. Que chacune de vous continue à apporter son soutien et ses efforts afin d'implanter la vision de Miébié dans les cœurs des populations. Pour le maire Jean-Louis Moulot, les femmes de l'association Miébié sont d'un apport important dans le dispositif des sens politiques de développement de la ville, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils saluent leur mobilisation et les encouragent à toujours œuvrer pour la cause du Grand Bassam. Quant au ministre Maurice Kwaku Bandama, parrain de la cérémonie, il affiche sa détermination à aider l'association à être utile pour la ville de Grand Bassam. Il réitère la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de Grand Bassam une ville futuriste. Je peux vous assurer que le gouvernement place en bonne position le programme de restauration de la ville historique de Grand Bassam. Ce programme est conduit sous la haute vigilance et l'extrême rigueur de son Excellence, Monsieur le Vice-président. Ce programme prévoit une action concertée et intégrée des grands projets d'investissement qui ont cours aujourd'hui sur Grand Bassam. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'oublie pas le rôle joué par les femmes pendant la colonisation à Grand Bassam. Pour lui, aucun développement ne peut se faire sans la femme. De manière globale, au niveau de la Côte d'Ivoire, une évolution sociale très importante que le président a décidé. Nous sommes heureux que les femmes de Bassam prennent le train. N'oubliez pas que les femmes ont fait une action très importante sur Bassam en 1949 avec la marche des femmes. Il y a de grands projets sur Bassam et elles doivent pouvoir prendre toute leur place dans ce développement et faire en sorte qu'elles soient donc une sorte de miroir pour Grand Bassam. Depuis sa création en 2016, l'association Miébié a posé plusieurs actions en faveur des populations avant sa sortie officielle ce samedi. Le coronavirus, les victimes se comptent par milliers depuis le déclenchement de cette crise. La Côte d'Ivoire se protège. Le pays a mis en place un dispositif de contrôle et de surveillance. C'est pour vérifier son fonctionnement que le ministre de la Santé, Akaoulé, s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des détails avec Chris Diomandé et Salima Toudia. C'est un vol comme tout autre qui atterrit sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Seulement, celui-ci est considéré comme un vol à risque. Il provient d'un pays touché par le coronavirus. Les passagers se soumettent alors au dispositif de contrôle sanitaire mis en place par les autorités pour éviter tout cas de contamination. Gel hydroalcoolique, contrôle à pistolet thermique ou caméra thermique détecteur, le système d'alerte est activé. Je constate qu'il y a un dispositif adéquat à l'arrivée. Je trouve que la Côte d'Ivoire est vraiment avant-gardiste dans cette lutte contre le coronavirus. Il n'y a pas de peur. La preuve, la République a pris les choses en main et ils sont en train de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse être dans de bonnes conditions. Il faut qu'on soit rassuré et que tout se passe bien à Abidjan. Un contrôle qui se fait sur l'œil vigilant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire a arrêté à peu près des mesures dans 6 domaines. Mais le domaine qui nous intéresse, pour lequel nous sommes là, c'est la surveillance épidémiologique à l'entrée aux frontières. Parce que tout rentre par la frontière, puisqu'aujourd'hui, le corona n'est pas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ça ne peut venir que de l'extérieur. Donc il s'agit de veiller à ce qu'il y ait un bon contrôle, une bonne surveillance ici à la frontière aéroportuaire, comme on le fera également au port, etc. Le cas du Nigeria, pays touché avec un cas de contamination confirmé, met la Côte d'Ivoire aux aguets. Nous devons être particulièrement vigilants. Nous devons être vigilants. C'est pour ça que nous sommes revenus ici. Vous savez, dès le premier moment, nous étions venus ici avec l'équipe en charge donc, de cette surveillance. Et aujourd'hui, nous sommes revenus parce qu'effectivement, la situation est assez grave, voyez-vous. Nous sommes venus. Mais tout ça pour rassurer quand même les Ivoiriens. Aucun cas de contamination n'est enregistré en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations sur le coronavirus qui fait à ce jour près de 3000 morts. Le ministre de la Santé à Kaolé était aussi à Gagnoa. Le samedi 29 février était la célébration nationale de la 67e journée mondiale de lutte contre la lèpre. En Côte d'Ivoire, la maladie ne constitue plus un problème de santé publique, mais on dénombre depuis 2018 encore 617 malades. Salimatou Dia, chaque connaît. Bien que n'étant plus un problème de santé publique avec moins d'un cas pour 10 000 habitants, le sujet de la lèpre fait toujours l'objet de grands rassemblements pour une sensibilisation des populations. La ville de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays, a célébré la 67e journée mondiale de lutte contre la lèpre. Les malades guéris ont témoigné. Ça m'a touché de la main gauche et le pied gauche. Le docteur qui est là qui m'a détecté, vraiment, depuis qu'il m'a pris, je remercie bon Dieu. Vraiment, je remercie le ministre. Et le docteur qui m'a pris, vraiment, tout ce qu'on a fait, n'a pas tant courage. L'Organisation mondiale de la santé encourage les autorités à mener une lutte intense contre la lèpre. On observe que le nombre de nouveaux cas dépistés dans le monde a connu une légère réduction, surtout au cours des 10 dernières années, passant de 244 796 cas en 2009 à 208 619 cas en 2018. La Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras face à la lèpre, a assuré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays continue ses actions de lutte et de sensibilisation. Tant qu'il y aura un seul Ivoirien qui sera malade, il faut le dire, il faut le manifester, sa solidarité conformément à l'idéal de Raoul Folero et même à l'idéal de vie. C'est institutionnel. Chaque année, nous devons célébrer cela tant que l'éradication ne sera pas totale. 40 malades guéris de la lèpre ont reçu chacun des vivres et non-vivres, ainsi que des dons en numéraire du ministre. Et 5 infirmiers spécialistes de la lèpre en service dans plusieurs districts sanitaires du pays ont été félicités pour le travail accompli et ont reçu des diplômes d'encouragement. Parlons à présent du programme social du gouvernement. Agir pour les jeunes continue d'étendre sa toile à travers le pays. Ce projet d'insertion socio-économique des jeunes était dans la région du Lodibois. À Divo, 269 porteurs de projets ont reçu leur financement. Au total, 151 millions de francs CFA. Léon Brou. Heureux Franck, jeune éleveur de porc, désemparé 2 ans plus tôt, qui pourra désormais accroître ses activités avec ce financement de 900 000 francs CFA. Il me manquait un peu d'argent. Bon, avec ce chèque que j'ai reçu, je pense que le projet pourra encore évoluer de plus. Avec Franck, ce sont au total 296 jeunes, dont 103 filles de la région du Lodibois, à qui le gouvernement octroie ainsi son appui financier pour un cumul de 151 millions de francs CFA. Objectif,
autonomisation de ses bénéficiaires mobiles de cette phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes. En recevant leur chèque, bénéficiaires du Lodibois et représentants du gouvernement se sont voulus en phase. Il faut rembourser ces prêts pour donner toutes les chances de succès à la phase 3 de l'opération Agir pour les jeunes. Une initiative preuve toute somme de la politique inclusive du chef de l'État en faveur des jeunes. Pour la troisième phase qui va commencer au mois de juin, c'est 3 457 jeunes du Lodibois pour un montant de 1 555 650 000 francs CFA. Qui vous a demandé votre parti politique avant de vous financer? On vous a demandé votre religion avant de vous financer? Oufoué Boigny nous a dit que tu sois chrétien, musulman, du nord, du centre, de l'ouest, de l'est, du sud, nous sommes tous les mêmes. Ce que fait le président de la République, c'est travailler pour l'ensemble des Ivoiriens. Tous les jeunes Ivoiriens ne peuvent pas devenir des fonctionnaires, mais tout le monde peut mener une activité. L'opération Agir pour les jeunes en sa phase 2 est un volet du programme social de gouvernement pour l'insertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Le statut de l'entrepreneur, c'est le nouveau régime juridique qui s'applique aux entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA. Ce changement donne des avantages tels que l'accès au marché et au financement. Pour en parler, le ministre de la promotion des PME était l'invité ce dimanche magazine avec Hamza Diaby. Félix Anoblé a donné des détails sur ce dispositif. Voici un extrait de l'entretien. L'entrepreneur donc a un statut aujourd'hui particulier qui définit donc tous ceux qui exercent donc l'activité avec un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA. À 50 millions, ça c'est spécifique à la Côte d'Ivoire. Spécifique, la norme de l'OHADA donne donc 3 catégories. 10 millions pour donc ceux qui sont dans les services. De 0 francs à 10 millions. De 0 francs à 20 millions pour ceux qui sont donc dans l'artisanat. Et de 0 francs à 30 millions pour ceux qui sont donc dans le négoce et dans le commerce de façon générale. La mise en place du statut d'entrepreneur, d'abord, va leur donner une qualification, un nom. Ils ne sont pas des débrouillards, ils ne sont pas donc des personnes qui exercent une activité rejetée par la société, mais ce sont des entrepreneurs. Donc, ils ont une spécificité qui les regroupe donc dans un groupe d'action. Et ceux-là donc pourront bénéficier d'un certain nombre d'avantages à travers ce statut-là. D'abord, vous avez la possibilité donc de vous faire enregistrer pour avoir donc un document. Comme si vous étiez inscrit au registre du commerce. C'est un document qui a, dans sa présentation physique, a la même présentation que le registre de commerce. C'est un document communautaire à l'OHADA, donc reconnu par l'OHADA. Vous êtes enregistré gratuitement. Ce n'est pas payant, donc vous n'avez pas l'excuse de ce document coûte cher, donc je ne peux pas m'enregistrer. Vous êtes enregistré gratuitement. Vous bénéficiez donc non seulement de ce document, mais d'une carte avec là-dessus donc une puce intelligente qui vous permet donc de pouvoir vous faire connaître dans les banques et partout où vous pouvez bénéficier des avantages d'encadrement. Le carburant a baissé à la pompe. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables annonce moins 5 francs sur le litre du super et du gasoil. Le super, donc initialement à 630 francs, est passé à 625 francs et le gasoil de 615 à 610 francs CFA. Le constat de Nadia Edja et Cheikh Koné. Depuis ce 28 février, le prix du litre du carburant super, initialement de 630 francs CFA, est passé à 625 francs CFA. Quant au gasoil, il coûte désormais 610 francs CFA contre 615 francs CFA auparavant, soit une baisse de 5 francs CFA sur le litre de chacun de ces hydrocarbures. Pourtant, dans la plupart des stations-service visitées ce dimanche 1er mars, les prix sont restés intacts. Informés de ce rabais, les automobilistes se prononcent. Je vois que le super n'a pas changé, hein. C'est 630 francs. 5 francs, c'est beaucoup d'argent. Si on veut voir du point de vue agrégé, mais pour un litre, 2 litres, c'est pas trop. On ne sent pas ça en fait de conduite. Chez nous, moi je crois qu'en Côte d'Ivoire, le carburant doit être moins cher pour permettre aux usagers de se déplacer plus facilement. Ces nouveaux prix s'appliquent impérativement du 1er au 31 mars dans toute station-service sur l'étendue du territoire national.
Les responsables rencontrés sur place ont assuré mettre en application ces nouveaux tarifs à compter de ce lundi 2 mars. Dans la région du Gao, un centre d'action communautaire de l'enfance à Guibérois, un cadre qui améliore la protection de l'enfant. La ministre de la Femme et de l'Enfant a procédé à l'inauguration de l'édifice. Les premiers apprenants ont aussitôt commencé à recevoir les enseignements. Vous allez le voir dans ce reportage de Godefroy Okambawa. C'est une satisfaction pour les femmes de la localité. À travers ces pas de danse avec les tout petits du village de Takoa, dans la sous-préfecture de Guibérois, département de Gagnoa, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met fin à l'inexistence d'établissements socio-éducatifs de base dans ce village, en inaugurant le Centre d'action communautaire pour l'enfance. Une initiative soutenue par les partenaires internationaux et qui fait déjà la fierté des populations. Ça nous permet, nous les femmes, de pouvoir aller dans les champs sans pouvoir avoir de l'inquiétude, quoi. Le centre permet de garder les enfants et en même temps les éduquer. On n'a jamais vu ça là. En Brousse, pour venir construire une maison comme ça là. Et puis, nous qui sommes femmes là, on est libellés. Tu ne peux pas partir ailleurs pour laisser ton enfant à la maison. S'il y a quelqu'un pour attraper ton enfant, et puis tu vas durer là-bas alors que tu vas venir. Juste après l'inauguration de ce centre, les premiers apprenants découvrent leur environnement d'apprentissage sous le regard de leurs enseignants. Tout ici, c'était une forêt. Il fallait faire une activité d'animation communautaire, convaincre la communauté, leur faire comprendre les biens fondés de la petite enfance, la prise en charge de la petite enfance. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la création des CACE répond à la volonté du gouvernement de faire de l'école pour tous une réalité. L'État de Côte d'Ivoire fait donc de la protection de l'enfant et de son éducation une priorité. Ces centres d'action communautaire pour l'enfance permettent de protéger l'enfant, permettent d'éduquer l'enfant, de faire son éveil. Et également, un élément important, ça permet à la femme de mener ses activités génératives de revenus tranquillement en sachant que son enfant est gardé, non seulement gardé mais éduqué. En plus du centre communautaire du village de Takoa, ceux d'Alakonankro et de Bilayo, toujours dans la sous-préfecture de Guibérois, ont reçu les clés de leur CACE. Des centres qui accueilleront des enfants âgés de 2 à 5 ans. À ce jour, 233 CACE sont enregistrés dans la cartographie des centres socio-éducatifs de base en Côte d'Ivoire. Direction la France, Jean-Louis Gbangbo est l'un de nos envoyés spéciaux au Salon international de l'agriculture de Paris. Ce soir, il nous parle de la délégation ivoirienne qui présente tous les secteurs d'investissement aux hommes d'affaires. Il y a des avantages au terminal de pêche du port autonome d'Abidjan. Les opérateurs invités donc à s'intéresser aux offres dans ce secteur. C'est devant un auditoire composé des acteurs de la pêche et des ressources halieutiques au Salon de l'agriculture de Paris que Bah Moussa Ouattara a présenté les opportunités d'investissement au terminal de pêche d'Abidjan. Au-delà des infrastructures même du terminal de la pêche, il y a d'autres opportunités d'affaires qui peuvent intéresser le monde entier. Cela va de la consignation, l'armement, la manutention, le mareyage, l'importation de poissons. Toutes ces activités sont pourvoyeuses d'emplois et de devises. Donc nous sommes venus présenter cela au-delà des infrastructures pour que éventuellement les opérateurs qui sont dans la diaspora, qui sont en France ici, puissent venir en Côte d'Ivoire et s'intéresser à ce domaine-là. Les responsables ivoiriens se sont apaisantis sur le projet de port franc qui devrait avoir un impact significatif sur la production de poissons, mais surtout sur la création d'emplois. Tous ceux qui veulent investir dans le domaine de la transformation du poisson, de façon générale, ou des produits halieutiques, sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Le régime permet aux entreprises de s'installer sans payer les taxes et fiscalités à l'État de Côte d'Ivoire. En retour, ces entreprises créent de l'emploi pour les jeunes Ivoiriens, pour les femmes. Des opportunités d'investissement que devrait bientôt saisir le comité de la pêche maritime français. Le port, je dirais, c'est le comptoir qui permet d'arroser tout l'intérieur. Vous avez un marché très important. Ce système que je viens de découvrir de port franc, ce n'est pas une zone franche. Hein. C'est bien, c'est un port franc. Moi, je vais faire le job. Si j'ai des investisseurs, même nationaux, qui veulent venir, français,
je suis là pour ça. Avec plus de 1500 mètres de quai, ce sont plus de 600 000 tonnes de produits de la mer, dont près de 250 000 tonnes de thon qui sont traitées annuellement au terminal de pêche d'Abidjan. Le ministre Sidi Touré, dans le Tchologo, le porte-parole du gouvernement, a initié une tournée à la rencontre des populations. Comme à San Pedro et Soubré, Sidi Touré Aferké a parlé des réalisations qui améliorent les conditions de vie des populations. Il a aussi appelé les communautés à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. Ami Sissoko. Nambirgeka, dans le Tchologo, à partir d'ici, rejoindre la ville de Ferké, distante de 5 km, est désormais aisée grâce à un nouveau pont. Réalisé à la faveur du bitumage de l'axe Ferké, Nassien, Kong. L'ouvrage sur lequel nous nous trouvons, c'est un pont de 20 mètres. La hauteur entre le bas du pont plus les rails, de 5,50 mètres. Avant, on pouvait faire au moins 1 heure de temps avant de pouvoir rejoindre le marché, voir la ville. Mais aujourd'hui, en moins de 10 minutes, c'est sur le marché. Nambirgeka a aussi bénéficié de l'électricité et d'un groupe scolaire, des actes de développement qui ne laissent pas indifférentes les populations. C'est bien, nous on a bien, nous on ne peut pas de l'eau sale encore. C'est donc pour promouvoir ces actions du gouvernement dans le Tchologo que le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, effectue la tournée dénommée La Voie du Développement, une visite de terrain menée dans les principales régions du pays ainsi que dans le district autonome d'Abidjan. Différents panels et échanges sur les infrastructures, le commerce, l'industrie et la santé ont permis de faire le point des réalisations dans la région. De 2010 à 2019, nous avons enregistré plus de 20 centres de santé qui sont construits, autant dans les structures publiques que dans les structures privées. Même à l'hôpital Baptiste, nous venons d'enregistrer la construction donc, du pôle mère-enfant. Et nous avons acquis un espace de 4 hectares à Ferké-Sédougou pour la construction d'un CHR. Ces structures sont équipées, toutes équipées de matériels biomédicaux qui permettent donc de prendre en charge pratiquement toutes les pathologies. Des échanges qui ont permis au ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, de repartir rassuré. Nous sommes heureux de tout ce qui a été fait et nous avons profité de ce rendez-vous pour rappeler aux populations que tous ces différents acquis, qui n'ont qu'une seule ambition, celle de partager le développement, partager les fruits de la croissance, ne peuvent se réaliser que dans un environnement de paix et de solidarité. Plusieurs projets, entre autres, les hôpitaux généraux de Kong, de Wangolo et le port sec de Ferké sont en cours de réalisation dans le Tchologo. Dans l'actualité politique, le RHDP continue de se préparer pour octobre 2020. Un atelier est organisé pour améliorer et vulgariser les outils mis en place. Une rencontre pour une meilleure orientation de l'action sur le terrain. Les participants invités à se mettre au travail. Michel Digri. C'est une rencontre qui devrait donner un coup d'accélérateur à la préparation de la présidentielle de 2020. Les structures spécialisées et la direction exécutive en charge de l'organisation et de l'implantation sont en conclave. Il s'agit pour le RHDP d'améliorer et surtout vulgariser les méthodes de préparation de la présidentielle. Une occasion pour faire le point des initiatives déjà entamées. L'atelier nous a permis de faire un bilan à mi-parcours. Lequel bilan nous a montré qu'il faut, en toute humilité, se mettre au travail. Nous avons doté le RHDP d'outils techniques, d'outils digitaux qui permettent d'évaluer en temps réel l'état de l'implantation du parti. Nous savons que beaucoup a été fait et en toute humilité, nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. Et je pense que les participants repartent rassurés parce que pour ce qui n'a pas été totalement bien fait, ils savent quel est l'angle d'attaque qui nous permettra de corriger les quelques imperfections. Les recommandations de cet atelier seront portées à l'attention de la haute direction du RHDP à l'occasion de la réunion du directoire du parti qui se tiendra la semaine prochaine. En culture, 40 mannequins sur le thé, un défilé qui marque la 14e édition d'Afrique Fashion Show.
Un rendez-vous international annuel de la mode africaine tenu à Abidjan, une rencontre pour promouvoir l'insertion professionnelle de la jeune fille dans ce secteur. Patricia Omouetia. Afrique Fashion Show 14, c'est environ 40 mannequins, une dizaine de créateurs nationaux et internationaux qui ont décliné en plusieurs tableaux leur savoir-faire. Cette collection-là se nomme Étincelle. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de paillettes, beaucoup de lumière et c'était un plaisir pour moi de la travailler le plus rapidement possible. Ce 14e show a édifié le public. J'ai trouvé ce défilé magique. Il y avait plein de grands artistes qui ont beaucoup de talent et je pense que c'est à refaire. Cette soirée dédiée à la promotion et à la valorisation de la mode africaine, en présence du ministre Siandou Fofana, co-parrain de l'événement, Sidi Touré, ministre de la Communication, Mesdames Kandia Kamara et Raymond Goudou Kofi, ainsi que des célébrités de divers domaines. Le tourisme peut s'appuyer sur la mode et l'esprit de créativité pour avoir à attirer du monde et à créer un intérêt et surtout vendre la destination Côte d'Ivoire. Selon la vision d'Isabelle Hanno, l'enjeu étant pour Afrique Fashion Show d'inciter les créateurs africains à promouvoir une mode africaine durable et compétitive. Il faut que nos institutions jettent un regard particulier sur ce secteur-là. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur qui contribue au développement économique d'un pays, c'est un secteur qui crée de la visibilité pour un pays. Donc je pense qu'il est important que le regard, en tout cas le regard qui est porté sur ce secteur-là, change aujourd'hui. Pour cette célébration de la mode africaine, ce sont au total une dizaine de créateurs qui ont laissé éclater leur talent. La Côte d'Ivoire était représentée par plusieurs créateurs, notamment Anderson Day et Pateco. Et comme tous les dimanches, place au point complet de l'actualité de la semaine. Voyons ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde. On commence ce soir par la présidentielle au Togo, le 7 sur 7, Lydie Sadia. Michel Digré. Faure Gnassingbé, président sortant du Togo, a été reconduit pour un 4e mandat à la tête du pays. Il a été réélu au premier tour de la présidentielle avec 72,36% des voix contre 18,37% pour Agbeyome Kodjo, candidat de l'opposition. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak s'est éteint à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire Gala au Caire. Il a dirigé l'Égypte pendant 30 ans avant d'être renversé par un soulèvement populaire. Une flambée de violence entre hindous et musulmans à New Delhi a fait au moins 20 morts et plus de 200 blessés depuis dimanche. Ces embrasements dans la capitale font suite à une loi controversée sur la citoyenneté. Au moins 33 soldats turcs ont été tués dans la province d'Ibled dans des raids attribués au régime syrien par Ankara. La Turquie a aussitôt riposté en bombardant des positions de Damas, faisant 16 morts du côté des combattants syriens, selon une ONG. Le président guinéen a annoncé le report de 2 semaines du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues dimanche, 2 scrutins contestés par l'opposition et la société civile. La commission électorale va saisir la Cour constitutionnelle pour une nouvelle date. Les États-Unis ont signé un accord de paix avec les rebelles afghans talibans. La délégation américaine conduite par le secrétaire d'État Mike Pompeo et celle des talibans menée par leur chef politique Abdul Ghani Baradar ont paraphé ce document à Doha. Cet accord prévoit le retrait graduel et immédiat des troupes américaines d'Afghanistan et des négociations de paix directes et inédites entre Kaboul et les insurgés. L'ancien vice-président américain Joe Biden remporte la primaire démocrate de Caroline du Sud. Il obtient 48,4% des voix contre 19,9% pour Bernie Sanders. Cette victoire pourrait donner un nouveau souffle à sa campagne en vue du Super Thursday de mardi prochain. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre également sur www.rti.ci et rti.info. Très bonne semaine. Bonsoir.